Bonjour, nous sommes en 2021 dans l'IDA, le 12 janvier. Je me présente, je m'appelle Pierre-Jean, j'ai 74 ans, je suis titulaire d'une maîtrise de théologie biblique et d'un master de théologie et de philosophie catholique. Je suis diplômé de l'IDA, j'ai étudié la philosophie et particulièrement cette partie de la philosophie qu'on appelle la logique. L'IDA m'a demandé de prendre en main ses cours à travers une série de vidéos, dont celle-ci est la onzième, puisque nous avons déjà effectué 10 vidéos en 2020. Donc, nous sommes sur la 11e vidéo. Il y aura deux vidéos qui vont suivre sur cette partie qui est un cours scindé en trois parties. Cette partie va poser sur la question de l'agnosticisme, que nous allons réfuter. Ensuite, la prochaine vidéo portera sur la réfutation de Descartes et de son principe, à cause de son point de départ qui n'est pas exact. Et puis ensuite, nous verrons dans la troisième vidéo qui suivra, qui sera donc la 13e, la réfutation de l'idéalisme. Alors, comme il n'est pas facile de réfuter des systèmes philosophiques qui ont fait leur preuve quelque part, avec ce que ces systèmes ont de bon et aussi de mauvais, j'ai préféré scinder ce cours qui était très long en trois vidéos, de manière que vous puissiez bien comprendre sur quel fondement nous allons nous appuyer pour réfuter les erreurs qui ont été commises, ou moins ce qui n'a pas été vu correctement. Alors, la connaissance intellectuelle ne trouve son achèvement que dans la reconnaissance et l'affirmation de la vérité. Cela nous conduit au problème de savoir si et comment elle peut y parvenir. C'est le problème dont tout dépend dans l'existence humaine. Ce problème se pose aujourd'hui avec une plus grande urgence, en raison du fait que la pensée contemporaine est constamment soumise à l'influence d'un agnosticisme qui nie ou met en doute que l'intelligence humaine puisse jamais connaître et affirmer la vérité avec certitude. Il sera facile de démontrer que l'agnosticisme, qui se prétend aujourd'hui si assuré de ses positions, est en réalité contradictoire, absurde et impossible. Supposons en effet que l'agnosticisme se formule en disant « L'intelligence humaine ne peut en aucun cas connaître et affirmer la vérité ». Nous répondrons « C'est votre intelligence humaine qui affirme cela ». Alors, cela est-il vrai? S'il répond que cela n'est pas vrai, il aura reconnu son erreur, mais s'il répond que cela est vrai, le voilà en contradiction avec lui-même, puisqu'il y a pour lui quelque chose qu'il reconnaît comme vrai, et qui est précisément l'affirmation qu'il n'y a rien de vrai. Thierry Molnier avait ridiculisé cette contradiction dans son admirable pièce de théâtre « Le sexe et le néant », constituant par là une excellente satire de la philosophie contemporaine. L'agnosticisme cherche à échapper à cette contradiction en disant qu'il n'affirme rien, mais se contente de douter de tout. Dans ce cas, nous répondrons à l'agnostique. C'est votre intelligence humaine qui affirme que pour l'intelligence humaine, tout est douteux. S'il répond que ce n'est pas vrai, il a ainsi reconnu son erreur. Mais s'il répond que cela est vrai, il se retrouve en contradiction avec lui-même, affirmant par là qu'il y a en lui quelque chose qui n'est pas douteux, et c'est précisément l'affirmation que tout est douteux.
L'agnosticisme ne pourrait tenter d'être logique qu'en disant qu'il est douteux que tout soit douteux, mais comme cela est encore une affirmation, il lui faudrait dire qu'il est douteux que tout soit douteux. Et l'on pourrait ainsi continuer cet enchaînement sans qu'il soit jamais possible de s'arrêter. Un contradicteur pourrait nous attaquer en ces termes. Vous êtes trop affirmatif car vous affirmez tout ce que vous dites, comme si vous étiez sûr que cela soit vrai alors que on ne peut être sûr de rien et que donc ne rien affirmer, mais se contenter toujours de dire « il me semble ». Nous pourrions lui répliquer « c'est vous que nous accusons d'être trop affirmatifs, car vous affirmez qu'on ne peut être sûr de rien. Comment pouvez-vous être sûr qu'on ne peut être sûr de rien? Et vous affirmez qu'il faut se contenter de dire « il me semble ». Comment osez-vous affirmer cela? Si vous êtes logique, il vous faut dire « il me semble qu'il me semble » qu'on ne doit dire « qu'il me semble ». Et pour échapper à nouveau à l'affirmation, il vous faudrait continuer cet enchaînement indéfiniment sans jamais pouvoir vous arrêter. On voit ici que l'agnosticisme est non seulement contradictoire, mais impossible. Il n'y aurait qu'une manière possible d'être agnostique. C'est celle qu'Aristote indiquait déjà au premier des agnostiques, Protagoras. Ce serait de cesser de penser, c'est-à-dire de devenir végétal, car dès que la pensée existe, elle affirme quelque chose. Fût-ce en affirmant que quelque chose est douteux, car alors elle affirme que c'est vraiment douteux, ou que c'est un véritable doute. Cette réplique a été reprise à notre siècle par Chesterton, qui était un profond penseur en même temps qu'un grand humoriste, et qui, à l'accusation d'être trop dogmatique ou affirmatif, répondait que toute l'école philosophique ou religieuse, elle est inévitablement, car affirmer que tout est douteux est encore une affirmation, et il disait avec humour, bon, c'est un exemple, c'est humoristique, les navets ne sont pas affirmatifs, les raves ne sont pas dogmatiques. Or, aucun agnostique n'a pu ainsi devenir végétal, mais tous les agnostiques, en enseignant et affirmant leur philosophie, se contredisent de la manière que nous venons de mettre en évidence. Il reste donc à examiner un argument que l'agnosticisme présente comme irréfutable. On n'a pas le droit, soutient-il, d'affirmer sans preuve que l'intelligence humaine peut connaître la vérité. Et donc, pour ne pas dire cela acquis, il faut commencer la philosophie par un examen de la capacité de connaître de l'intelligence. Nous allons voir qu'une telle requête est elle aussi contradictoire, absurde et impossible. Qu'est-ce qui va examiner la capacité de connaître l'intelligence humaine? C'est cette intelligence humaine elle-même. Alors, que vaudra l'examen qu'elle va faire d'elle-même, de sa capacité à connaître? Si l'on commence à mettre en doute cette capacité à connaître, de deux choses l'une. Ou bien l'intelligence est une capacité de connaître, et alors, elle peut se connaître et s'étudier elle-même. Comme elle peut connaître autre chose, ou bien elle n'est pas une capacité de connaître, et dans ce cas, elle ne peut pas plus se connaître elle-même que quoi que ce soit d'autre. Il est donc à tout jamais impossible de prouver par un raisonnement quelconque la capacité de connaître de notre intelligence, puisque c'est elle-même qui devrait faire ce raisonnement, et que pour cela, elle supposerait comme acquis ce qu'on met précisément en question. C'est ici que l'erreur de l'agnosticisme va apparaître.
La capacité de connaître de notre intelligence n'a pas à être éprouvée ou prouvée par un raisonnement pour la raison que cette capacité de connaître est un fait et qu'un fait ne se prouve pas par un raisonnement. Il se constate. Je constate que je suis vivant, c'est un fait. Et ce n'est pas le raisonnement qui me le fait dire, c'est un constat. Par exemple, nous constatons dans notre existence que nous ne sommes pas des raves ou des navets, mais des êtres humains, dont la nature humaine comporte cette capacité de connaître que nous appelons intelligence. L'agnosticisme est inacceptable, car il met en doute le fait que nous sommes doués de connaissances. Une autre aberration du même ordre consisterait à dire, sur le plan philosophique, vous n'avez pas le droit de dire sans preuve que vous existez. Il faut que vous prouviez votre existence. Bon, il est impossible de prouver mon existence par un raisonnement, comme je le disais précédemment, puisque pour raisonner, la première condition, c'est laquelle? Eh bien, c'est d'exister. Cette mise en question est impossible, puisque mon existence est un fait, et que c'est précisément avec ce fait que j'existe, que m'est donnée en même temps l'explication que je suis un être doué de connaissance. Alors, comment s'assurer de la vérité de nos affirmations? Voilà la question. Rejeter l'agnosticisme pour les raisons que nous venons d'exposer n'est pas méconnaître qu'il y a un problème de la vérité, puisqu'il y a des cas où notre intelligence tombe dans l'erreur et d'autres cas où elle demeure dans le doute. Mais l'agnosticisme a mal posé le problème de la vérité en mettant en doute la capacité même de connaître de notre intelligence, et par là, a priori et en bloc, la totalité de nos affirmations, ce qui conduit à une attitude contradictoire, absurde et impossible. Le problème de la vérité ne se pose pas ainsi pour toutes nos affirmations à la fois, mais puisque les unes sont vraies et les autres sont fausses, d'autres douteuses, il se pose pour chacune d'elles. Un contradicteur pourrait dire: comment pouvez-vous prouver que la philosophie que vous enseignez est la vraie? On pourrait répondre à cela: c'est impossible, si vous considérez cette philosophie dans son ensemble, et en bloc. Mais elle peut et doit prouver la vérité de chacune de ces affirmations, l'une après l'autre. Et c'est exactement ce que nous faisons dans ce cours de logique. Pour bien poser le problème de la vérité, il conviendrait de dire dans quel cas, au pluriel, et comment pouvons-nous être assurés de la vérité de nos affirmations? C'est une bonne question. Bien, il y a deux cas, et deux seulement, où nous pouvons être absolument certains de la vérité de nos affirmations. Dans tous les autres cas, il y a seulement probabilité, voire même doute. Premier cas. L'évidence immédiate de l'expérience, quand nous affirmons, purement et simplement, des faits constatés, par exemple, j'existe, je suis là, sans aucune interprétation, susceptible d'erreur. Ce premier cas se trouve son fondement dans la certitude absolue de la sensation, que nous avons déjà expliqué précédemment, mais c'est au jugement de l'intelligence qu'il appartiendra d'éliminer les erreurs de notre interprétation. Second cas, il consiste dans une conclusion, démontrée par un raisonnement rigoureux, car c'est la rigueur du raisonnement qui nous assure la vérité de sa conclusion. Deux précautions sont à prendre. La première,
est de bien s'assurer de la rigueur du raisonnement pour démasquer les faux raisonnements, en mettant à nu tous les éléments de la structure en vue de déceler les failles, les erreurs de raisonnement. Nous verrons par la suite comment nous serons amenés à opérer de la sorte dans le cas particulièrement important, consistant à démontrer l'existence de Dieu. La seconde est d'être assuré de la vérité des prémices, car en partant de prémices fausses, on fausse un raisonnement correct, qui peut aboutir à une conclusion correcte d'ailleurs, avec des prémices fausses sur la table, par exemple, analytique de la logique, qui par voie de fait va entraîner une conclusion fausse, comme je venais de le dire. On retrouve ainsi le problème de la vérité en ce qui concerne les prémices, ce qui revient à dire qu'on devrait être assuré de leur vérité, soit par l'évidence immédiate de l'expérience, soit parce qu'elles-mêmes n'auront été démontrées par un raisonnement rigoureux. La dernière difficulté qui subsiste est qu'on ne peut ainsi remonter indéfiniment de prémisse en prémisse. Il faut donc, à l'origine de tout l'enchaînement de nos raisonnements, une affirmation absolument première, que toutes nos autres affirmations et raisonnements présupposent, et qui donc ne peut pas être, elle, démontrée par un raisonnement, mais doit être par elle-même absolument certaine. Nous avons vu que c'est là l'évidence même du principe d'identité, qu'il est absolument impossible de nier, ou même de mettre en doute. Et nous avons déjà répondu à toutes les objections à ce sujet dans les vidéos précédentes. Il ne suffit pas d'avoir répondu au problème de la vérité comme nous venons de le faire. Il faut se demander comment le courant dominant de la pensée moderne a été conduit à repousser cette réponse et nous obliger à une étude critique de ce courant dominant. Son point de départ se trouve chez Descartes, qui est le père et la source de toute philosophie moderne. Il nous faut donc commencer par l'étude critique de Descartes. La clé de toute la pensée de Descartes se trouve dans la prétention de mettre au fondement de la philosophie une mise en doute universelle de la totalité de nos affirmations, y compris de la capacité de connaître de notre intelligence, puisqu'il va jusqu'à soutenir que toute notre connaissance pourrait être l'œuvre d'un malin génie qui se serait amusé à ce que tout en nous soit faux. Bon, cette mise en doute universelle, nous venons de démontrer qu'elle est contradictoire, absurde et impossible. Certes, Descartes ne présente cette mise en doute que comme une méthode pour commencer la philosophie, et il a bien l'intention de ne pas demeurer dans ce doute. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'une fois posée, une telle mise en doute, il devient impossible d'en sortir. En effet, si l'on a vraiment mis en doute la capacité même de connaître de notre intelligence, il faudrait, pour sortir de là, se servir de cette intelligence pour connaître et affirmer quelque chose. Et on ne le peut plus, puisqu'on a précisément mis en doute qu'elle en soit capable. Par la méthode de Descartes, nous sommes condamnés à ne rien connaître, c'est-à-dire à l'agnosticisme. Et alors il n'y a plus rien d'autre que notre pensée elle-même, qui n'est pas la connaissance de quelque chose, qui est enfermée en elle-même, sans rien faire reconnaître. Et c'est là ce qu'on appelle l'idéalisme,
dont le nom indique que pour lui, il n'y a rien d'autre que les idées ou la pensée, parce que pour lui, la pensée n'est pas la connaissance d'une réalité existante en dehors et indépendamment d'elle, mais tout est intérieur à la pensée qui engendre tout en elle, selon ses propres lois de fonctionnement et de développement, et qui est donc parfaitement autonome, puisqu'elle n'a jamais à reconnaître une vérité qui s'imposerait à elle pour reconnaître la réalité telle qu'elle est. C'est ainsi que Descartes a posé l'origine de la pensée moderne, le point de départ qui engendra en elle l'agnosticisme et l'idéalisme comme ses attitudes dominantes. Pourtant, Descartes prétendait bien n'accorder à ce point de départ que pour ensuite mieux rejeter agnosticisme et idéalisme. Mais il y avait évidemment là une illusion, puisque nous venons de le voir, que ce point de départ n'a aucun aboutissement possible. Cette illusion de Descartes se fondait sur une suite de faux raisonnements dont l'importance est telle qu'il est indispensable d'en faire une étude critique précise. D'abord, Descartes, après sa mise en doute universelle, ajoute que quand il a ainsi tout mis en doute, il reste une chose dont il ne peut pas douter, c'est qu'il pense, puisque son doute même est une pensée, et que s'il pense, c'est donc qu'il existe, dont il conclut que le fondement à donner à toute la philosophie doit s'énoncer ainsi: je pense, donc je suis. Mais il ne voit qu'une telle affirmation contredit la mise en doute de la capacité de connaître de notre intelligence, puisqu'il attribue à cette intelligence la capacité de connaître sa propre pensée et sa propre existence. Elle contredit aussi la mise en doute du principe d'identité, car si celui-ci était faux, il pourrait alors à la fois penser et ne pas penser, être et ne pas être. À cette contradiction inhérente au fondement même de la philosophie de Descartes, nous ajouterons le grave illogisme de l'enchaînement. Je pense donc, je suis, car dire je pense suppose que le je, qui est le sujet du verbe penser, existe, donc suppose le je suis, qui est ainsi impossible de présenter comme une conséquence du je pense. Ça, c'est de la logique. Il est de plus impossible de tirer du je pense donc je suis, qui n'est que l'affirmation de notre propre pensée et de notre propre existence, la possibilité de connaître une réalité extérieure à nous, de sorte que même avec cette affirmation, on en resterait à quelque forme d'idéalisme. Descartes a pourtant prétendu réussir à démontrer cette possibilité, mais ce fut en commettant cette faute de raisonnement que l'on appelle un cercle vicieux en philosophie, parce qu'on s'y appuie sur A pour démontrer B et sur B pour démontrer A. Ce qui revient à dire qu'on n'a rien démontré du tout. En effet, Descartes, après avoir, comme nous l'avons vu, émis l'hypothèse qu'il se pourrait que nous soyons l'œuvre d'un malin génie, qui se serait amusé à ce que tout en nous soit faux, ajoute que parce que nous ne sommes pas l'œuvre d'un malin génie, mais de Dieu, nous avons par là l'assurance que notre pensée connaît bien la réalité telle qu'elle est, Dieu n'ayant pas pu s'amuser à nous tromper.
Le cercle vicieux consiste à se fonder sur notre création par Dieu pour assurer la capacité de connaître de notre intelligence, alors qu'évidemment l'affirmation de notre création par Dieu suppose la capacité de connaître de notre intelligence, qui elle affirme cela. On voit donc que Descartes a transposé là au fondement de la philosophie l'attitude de la foi chrétienne, qui croit ce qu'enseigne la révélation, parce que Dieu, de qui elle vient, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Mais dans ce cas de la foi, il n'y a pas cercle vicieux. Parce qu'on a pu préalablement, par le raisonnement, démontrer d'abord l'existence de Dieu, ce que nous verrons dans un prochain cours, sachant que la révélation vient de lui. Il y aurait donc cercle vicieux si l'on se fondait sur la révélation supposée venue de Dieu, pour affirmer que Dieu existe et qu'il est l'auteur de la révélation. Ceci constituerait alors une hérésie appelée du nom de fidéisme. La révélation et la foi qui croit supposent chez l'homme une capacité de connaître. Fonder cette capacité de connaître sur une affirmation qui vient d'elle et par là suppose inévitablement un cercle vicieux. Si l'on admet le point de départ de Descartes, consistant à la mise en doute de la capacité même de connaître notre intelligence, et si l'on veut éviter son cercle vicieux, dans lequel il faudrait nous enfermer d'ailleurs, on ne pourra plus considérer la pensée comme la connaissance d'une réalité. Et ce sera l'attitude du courant dominant de la pensée moderne, dont Descartes est la source. La première étape de ce courant se rencontre avec Kant, pour qui la réalité est inconnaissable, tandis que la pensée n'est pas la connaissance de cette réalité, mais un produit de l'activité intellectuelle se développant de manière autonome, selon des lois de fonctionnement qui lui sont propres. La pensée n'a pas à reconnaître une vérité qui s'imposerait à elle, pour lui. Nous parlons de Kant. Mais à obéir aux lois qui lui sont immanentes et régissent son propre fonctionnement. Cette philosophie de Kant admet encore l'existence d'une réalité inconnaissable. On en voit ici l'illogisme. Si elle est inconnaissable, comment être assuré de son existence? C'est pourquoi Fichte n'admet aucune réalité en dehors du sujet pensant, auteur de sa propre pensée, du moi pensant, dont le dynamisme créateur engendre sa propre pensée. Cet idéalisme de Fichte n'est pas encore l'idéalisme absolu, parce qu'il suppose encore une réalité, celle du sujet pensant lui-même. On est parvenu à l'idéalisme absolu avec Hegel, qui nie absolument toute réalité, non seulement d'un objet connu, mais d'un sujet connaissant, pour n'admettre absolument rien d'autre que la pensée elle-même, dont l'évolution intérieure en son dynamisme créateur engendre tout en elle, c'est-à-dire engendre en elle toute la succession des consciences individuelles et par là de tous les événements de l'histoire, de sorte que chaque conscience individuelle n'est qu'une phase de l'évolution de la pensée, selon lui. Une telle philosophie est évidemment inconciliable avec le principe d'identité, car si la pensée est ce qu'elle est, elle ne peut pas être à la fois toutes les consciences individuelles et tous les événements de l'histoire dans toute leur diversité. Hegel
niant tout être et toute réalité, rejette le principe d'identité pour n'admettre que la contradiction perpétuelle, et par là, l'évolution perpétuelle, où chaque instant nie et détruit, contredit l'instant précédent, où rien n'existe, parce que rien ne subsiste, ne dure, ne demeure, mais tout est perpétuellement changé, détruit, contredit. Ce sera la philosophie perpétuelle qui sera la source de tous les grands mouvements révolutionnaires contemporains. La clé de cette philosophie se trouve dans ce que Hegel appelle la dialectique, où la pensée ne se pose que dans la thèse, que pour se contredire dans l'antithèse, et de cette opposition féconde naît avec la synthèse un nouveau moment historique. De cet idéalisme absolu qui a dominé le XIXe siècle sont sortis les deux principaux courants de la pensée contemporaine, marxisme et existentialisme. En ce qui concerne le marxisme, nous verrons par la suite comment l'idéalisme a pu engendrer le matérialisme, mais nous sommes obligés de constater le fait que Marx et son collaborateur Engels ont eu toute leur formation philosophique à l'école de Hegel. En ce qui concerne l'existentialisme, il faut bien voir que l'idéalisme absolu de Hegel, niant tout fait d'existence, n'admet qu'un mode d'essence intelligible, s'engendrant les unes les autres à l'intérieur de la pensée, où tout, même les faits et les événements, se déduit d'enchaînements purement rationnels, ce qui constitue donc la forme la plus absolue d'essentialisme. C'est face à l'échec d'une telle présentation et en prenant conscience des faits d'existence comme de purs faits, qui ne sont déductibles d'aucune nécessité intelligible, que par réaction l'existentialisme contemporain a pris naissance avec son premier représentant Kierkegaard, qui avait eu sa formation en atmosphère hégélienne, et Heidegger relève d'une tradition philosophique qui a Hegel à son origine, mais en allant d'un excès à l'autre, c'est-à-dire en allant jusqu'à nier toute intelligibilité du réel considéré comme pur fait, sans explication possible. Voilà, donc voyons combien tout le développement de la pensée moderne constitue ainsi un enchaînement rigoureusement logique à partir du point de départ de Descartes. Mais combien aussi tout cela s'effondre dès qu'on a reconnu la fausseté de ce point de départ. Il est donc capital d'insister sur la réfutation des fondements premiers de Descartes et des fondements qu'il a donnés à ce développement intérieur de la philosophie moderne. Alors, évidemment, nous allons terminer là cette vidéo, et nous verrons dans la prochaine comment nous allons réfuter Descartes, précisément. C'est pour ça qu'il faut le voir en 3 étapes. La réfutation de l'agnosticisme, d'une part, la réfutation de Descartes et la réfutation de l'idéalisme dans la 13e vidéo. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente année 2021, de bonnes études. Cette année marquée par le coronavirus, évidemment, pose beaucoup de problèmes à chacun d'entre nous. Prenez soin de vous, très bonne année, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.